Eh bien, bonjour, bon après-midi et bonne soirée. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce webinaire. Je serai la modératrice d'aujourd'hui. Je m'appelle Ritva Renika et je suis à l'heure actuelle professeure de pratique à l'université Aalto et à l'école d'économie d'Helsinki, ici en Finlande, d'où je diffuse, bien sûr. Et cette année, j'ai été nommée en tant que conseillère spéciale auprès du commissariat de l'Union européenne pour les partenariats. Et avant cela, j'ai travaillé à la Banque mondiale. Donc, vous avez donc une petite idée de mon historique. Et cet événement va lancer le programme Coach. C'est donc la nouvelle initiative mondiale de la Banque mondiale pour améliorer le développement professionnel des enseignants. Donc, Coach, c'est donc le nom de ce programme sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui. Bien sûr, l'une des choses les plus importantes de l'apprentissage des étudiants, c'est bien sûr les enseignants, mais qui ne reçoivent pas forcément de très bons soutiens. Il y a eu certains progrès en ce qui concerne le développement professionnel, mais la formation continue dans pas mal de systèmes éducationnels ne s'aligne pas véritablement très bien ou n'utilise pas bien sûr ces éléments probants et donc, les enseignants sont très mal équipés pour enseigner dans les classes et ce programme, vise donc à remédier à cela. C'est par des outils qui sont exploitables que le programme Coach va pouvoir soutenir et soutient déjà certains pays ainsi que d'autres partenaires du développement. Il vise à combler 2 lacunes, un entre les éléments probants et la théorie et la pratique, et l'autre entre la conception et la mise en œuvre. Nous avons donc un webinaire qui va durer 90 minutes et qui va commencer par des propos liminaires par le responsable du pôle mondial de l'éducation au sein de la Banque mondiale, Jaime Saavedra. Et ensuite, l'équipe du programme Coach va présenter le programme, sa vision, son approche et les ressources qui sont mises à disposition. Ensuite, après la présentation, je modérerai une discussion, une table ronde qui se focalisera sur 3 choses. Et nous avons donc des panélistes très distingués. Tout d'abord, nous allons considérer ce qui a fonctionné pour pouvoir offrir des exemples pratiques et concrets de ce qui fonctionne dans le monde entier. Dans une deuxième séance, nous allons en fait aller passer très rapidement à des questions-réponses avec les membres de la table ronde pour pouvoir savoir comment on peut avoir un programme de développement professionnel qui fonctionne et qui est pratique. Et à la fin, comment certains de ces obstacles peuvent être surmontés. Mais ce que je vais faire, c'est en fait présenter bien sûr les différents panélistes quand nous commencerons notre table ronde et c'est donc la manière dont je vais procéder. Un petit détail administratif, il y a une interprétation simultanée et bien sûr, c'est toujours un petit peu difficile d'avoir pour que tout fonctionne. C'est pour ça que nous avons commencé avec quelques minutes de retard. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a donc une interprétation simultanée en arabe, français, espagnol et portugais. Pour pouvoir suivre ce webinaire dans la langue de votre choix, euh, allez au bas de votre écran à droite. Il y a un petit globe et cliquez sur ce petit globe pour choisir la langue de votre choix. Si vous avez des problèmes, utilisez la fonction chat. Il y a une équipe technique qui sera là pour vous aider.
Alors maintenant, j'aimerais demander à Jaime Saavedra, qui est donc le responsable du pôle mondial de l'éducation au sein de la Banque mondiale, de nous donner ses propos liminaires. Jaime, à vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, j'espère que vous pouvez m'entendre. Merci beaucoup, Ritva, de votre introduction. Et je vous remercie d'être la modératrice de cet événement. Vous avez énormément d'expérience et j'espère que nous pourrons tirer profit de cette expérience dans votre rôle de modératrice pendant ces 90 minutes. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux présentateurs et aux panélistes qui vont être présents, à tous ceux qui se sont connectés. Et comme nous l'avons entendu très souvent ces derniers 18 mois, donc pendant cette crise Covid, nous avons en fait, ceci a mis en exergue les difficultés de l'éducation. Et ce qui se passe, c'est que l'éducation est les interactions, bien sûr, entre les différentes personnes est devenue de plus en plus difficile et nous savons que les enseignants, la manière dont les enseignants ont des interactions avec les étudiants dans les classes, l'expérience, le vécu des étudiants, des apprenants et ce que les enseignants disent, ce qu'ils font, tout ceci apporte une très grande différence pour assurer que les apprenants apprennent. Et les étudiants, les enseignants ont toujours été au cœur de l'éducation. Et donc, modeler la carrière des enseignants, faire que c'est en fait une carrière qui est sociale et qui a la valeur, c'est un point essentiel d'un système éducatif qui est performant. Et le rôle des enseignants est essentiel, il doit être soutenu, on doit investir dans un développement professionnel et cet investissement produit un retour énorme pour tous les pays. Cette crise a donné une opportunité de repenser l'éducation, de soutenir les enseignants dans le cadre de cette équation. Il n'y aura pas de reprise éducative dans les mois qui viennent sans apporter un soutien aux enseignants. Et souvenez-vous, chacun d'entre nous ici, nous pouvons bien sûr nous souvenir d'au moins un enseignant, un professeur à l'école ou même dans certains cas, il y a très longtemps, qui a dit quelque chose, qui a fait quelque chose, qui a eu un impact dans nos vies, qui nous a influencés, qui a influencé qui nous sommes. Et on se souvient du nom de ce professeur ou de cet enseignant. Même aujourd'hui, la plupart des personnes qui en fait ont réussi, ont eu ce professeur, cette influence. Mais tous les apprenants, tous les étudiants n'ont pas, tous les élèves n'ont pas ce genre d'influence. Il faut que tous les enseignants puissent devenir de bons éducateurs pour que les étudiants puissent réaliser leur potentiel. Il faut s'assurer bien sûr que les enseignants soient soutenus pour améliorer leur pratique d'enseignement. Donc, une partie essentielle, c'est bien sûr d'améliorer les systèmes et les programmes de développement professionnel des enseignants, pour que certains systèmes ne sont pas efficaces, il y a énormément de temps investi, mais ça ne répond pas forcément aux éléments probants de ce que l'on a trouvé qui fonctionne. Et euh, il, pour que les enseignants puissent pratiquer ce qu'ils font. Il faut de nouvelles pratiques, il faut amener ces nouvelles pratiques dans les classes. Donc, le développement professionnel des enseignants, eh bien, il s'agit de ça. Ça n'est pas nécessairement quelque chose qui se produit partout et ça n'est pas nécessairement ce qui s'est passé ces 10 dernières années en termes de formation des enseignants. Donc, le développement professionnel des enseignants ne peut pas rester dans la sphère de la théorie et de la recherche. Il doit s'agir d'une pratique, d'un vécu sur le terrain. Donc aujourd'hui, le programme Coach est un point essentiel de la contribution de la Banque mondiale pour pouvoir soutenir les enseignants dans le monde entier. Elle s'appuie sur des recherches, sur des expériences dans le monde entier de différents pays. Et c'est un programme qui a identifié des principes venant d'éléments probants sur le développement professionnel des enseignants. Et il vise à aider les différents pays à améliorer les systèmes de développement professionnel. Les principes, comme on va les décrire, disent que bien sûr, c'est une formation qui doit être pratique, focalisée, personnalisée et permanente et continue. Et coach,
ce dont nous parlons aujourd'hui va traduire la recherche en pratique pour améliorer la conception de ces programmes. Je parlerai maintenant, en quelques instants, du travail de la Banque mondiale dans ce domaine. Le portefeuille de la Banque mondiale aujourd'hui est de 33 milliards de dollars, sur lesquels 10 milliards sont de nouveaux engagements des pays pour les pays depuis quelques années, même pendant la pandémie. Et une grande part est donc consacrée aux enseignants. Donc, 18 millions d'enseignants dans le monde sont appuyés aujourd'hui par des projets d'éducation de notre institution. Au fil du temps, la qualité donc de ce développement professionnel s'est améliorée, donc un changement qui est opéré, c'est-à-dire de meilleurs programmes de développement professionnel. Et quelques exemples que je vous donne. Tout d'abord, l'Indonésie, où nous offrons, où le pays offre 150 000 à 150 000 enseignants, un développement professionnel pour aider à l'amélioration de l'apprentissage. Alors, c'est des compétences, diagnostics automatiques pour identifier les besoins des enseignants, centrés sur le développement de compétences appliquées en cours, et donc c'est axé pour améliorer les pratiques en salle de classe, et donc c'est en cours. C'est une formation qui est donc une participation dans des groupes de pairs et qui se rencontrent régulièrement. Le Maroc également, où le travail se fait avec le gouvernement pour appuyer le renforcement de la qualité de l'enseignement pour la petite enfance jusqu'au secondaire. Là encore une fois, c'est particularisé, c'est-à-dire pour les enseignants, l'optimisation en cours pour avoir des données sur l'interaction des enseignants, identifier les lacunes et améliorer des domaines spécifiques. Au Maroc, c'est du pratique qui est axé sur des stratégies qui portent sur les comportements des enseignants, améliorer les pratiques, tout particulièrement tout ce qui est le développement émotif, émotionnel. Et donc, c'est une formation pour les enseignants qui sont coachés, justement, et nous les appuyons. Et tout aujourd'hui, dans les quelques instants qui viennent, nous parlerons par exemple de Sobral, qui est le maire, un maire brésilien, et Natalia qui nous parlera du développement professionnel dans leur pays. Et donc, en gardant tout ceci à l'esprit, je suis ravie de lancer le programme Coach aujourd'hui et donc d'établir des relations entre les élèves, les professeurs, les enseignants, ceux qui les appuient également. Donc, ces relations sont réellement très importantes. La qualité de ce perfectionnement qui est fondé sur des preuves et ces relations qui sont au centre du processus éducatif, c'est ce qui permettra aux enseignants de mieux enseigner, aux étudiants, aux élèves de mieux suivre, de mieux apprendre également. C'est là l'opportunité qui nous est offerte pour nous appuyer sur ce que nous savons de la pandémie pour aider tous les élèves et les enseignants qui seront appuyés. C'est un aspect critique pour nous assurer d'améliorer la qualité des systèmes éducatifs dans le monde entier. Ainsi, je repasse la parole à Ritva et 1000 fois merci encore une fois à tous de participer à cette séance. Merci Jaime, j'ai beaucoup apprécié votre passion, votre expérience. Je vous vois toujours comme étant un collègue, bien entendu, puisque vous avez été effectivement ministre de l'Éducation dans votre pays. Cette passion perce encore aujourd'hui. Merci. Et c'est tout ce que je voulais dire. Ce sont là des biens publics internationaux que la banque met à disposition à chacun d'entre nous, encore une fois, à titre gracieux. Passons maintenant à l'exposé. Nous avons un exposé de coach. De quoi s'agit-il? Quelle est sa démarche? Et tout particulièrement des outils. Et nous avons donc ceux qui sont à la tête de ce programme coach, Ezequiel Molina, et qui est économiste principal, et Adel Pushparatam, qui est spécialiste de l'éducation.
et nos collègues feront l'exposé que nous allons suivre. Mes instructions me disent que si vous souhaitez avoir l'exposé sur l'écran, cliquez sur l'écran une fois que vous avez cet exposé. Donc, Ézéchiel, allez-y, vous avez la parole. Merci, Riba. Bonjour, bon après-midi. Nous sommes ravis d'être avec vous et de vous voir. 300 participants pour ce lancement de coach. Nous souhaitons avoir l'opportunité de vous parler de notre travail et comment nous allons continuer à améliorer l'appui que nous offrons aux enseignants. Alors, imaginez une équipe de football. Et je vous dirais, je parle du football du vrai, où on a Messi et Neymar, et pas le football américain, bien sûr. Donc, c'est vrai que l'on regarde le football ici aux États-Unis, mais revient donc au vrai football. Donc, c'est une équipe de football qui a une philosophie d'entraînement unique, dont les joueurs ne jouent à aucun match avant d'arriver dans l'équipe professionnelle et ils y arrivent pendant ce temps. Ils se réunissent seulement 5 fois par semaine pour recevoir une formation théorique sur les tactiques de jeu. Les joueurs n'ont pas l'occasion de s'entraîner sur le terrain, ni de jouer des matchs d'entraînement avant leur premier match professionnel. Ensuite, sur la base d'un examen écrit portant sur la tactique de jeu plutôt que sur les compétences, certains sont choisis pour passer dans l'équipe professionnelle. L'équipe professionnelle se rend sur le terrain les jours du match. Et donc, la question est de savoir comment vous pensez que cette équipe va se comporter, à votre avis. Est-ce qu'elle va s'améliorer avec le temps? Alors, ce n'est pas une formation forte. Alors, est-ce que vous pensez que cette philosophie est efficace? Pourquoi devrait-elle fonctionner pour les enseignants? Alors, les enseignants sont formés à la théorie sans avoir suffisamment d'occasion pour pratiquer l'enseignement en classe ou encore développement professionnel en cours d'emploi, ce qui veut dire que très souvent, ils ne sont pas appuyés et sont mal équipés pour répondre aux besoins de leurs élèves. Cependant, il y a d'autres moyens pour le développement professionnel dans le monde. Il existe des programmes d'intervention qui font un excellent travail pour maintenir et soutenir les enseignants, même si les ressources et les capacités sont limitées. Tout à l'heure, on vous en parlera tout à l'heure. Ivo et Macharia vous en diront plus long. Et pour vous donner des exemples, la municipalité de Sobral au Brésil est passée de 1535e au premier rang en termes de résultats d'apprentissage des élèves en faisant de la préparation de la motivation des enseignants. Au Kenya, à tout sommet, on a eu un impact considérable sur l'amélioration des résultats en matière de lecture précoce. Parallèlement à ces points positifs, de nombreux enseignants, accompagnateurs et chefs d'établissement défient les obstacles pour favoriser l'apprentissage et le bien-être des élèves. Par exemple, un enseignant au Pérou a créé, par exemple, un robot, Kipi, pour assurer l'apprentissage à distance pendant les fermetures d'école. Comment pouvons-nous tirer parti de ces points forts pour mieux soutenir tous les enseignants et pas seulement ceux qui ont la chance de faire partie d'un des programmes? Il nous faut combler le fossé entre ce qui fonctionne en tirant des leçons des points forts et ce que nous voyons sur le terrain. Ensuite, alors que nous savons que la stratégie de la formation théorique est une recette pour un enseignement, il nous faut nous assurer que nous allons donc l'appuyer. Par exemple, il faudrait un appui continu pour tous les enseignants et un appui continu, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés de mise en œuvre. Comment est-ce que nous pouvons nous attaquer à ces déconnexions et améliorer le développement professionnel des enseignants? Le programme Coach, c'est exactement son objectif, combler le fossé entre la recherche et la pratique, entre la conception et la mise en œuvre, pour permettre à tous les enseignants de bénéficier de ces développements efficaces et de qualité.
Alors, passant de la psychologie cognitive, de la science du comportement et des preuves empiriques de ce qui fonctionne, Coach s'appuie sur 4 principes efficaces. Tout d'abord, du sur-mesure. Il nous faut des opportunités pour tous les enseignants, pour identifier, prioriser et développer les opportunités pour chaque enseignant. Ensuite, la pratique. Alors, il faut certes une expérience théorique et leur dire ce qu'il faut faire dans les salles de cours pour participer et s'améliorer et recevoir des commentaires également. Alors, ciblage, de nombreux programmes sont axés sur 2 ou 3 éléments et donc comment améliorer la chose. Et ensuite, de la permanence, c'est-à-dire que les programmes se concentrent sur l'apport d'une formation initiale et donc nous nous orientons sur un modèle axé sur ces principes et même si ce n'est pas possible, il nous faut aider à voir comment est-ce que l'enseignement peut s'appuyer sur une formation professionnelle concentrée. Alors la question est comment passer de la théorie à l'action et comment combler le fossé entre la pratique et la mise en œuvre? Je crois que c'est une excellente question. Donc maintenant, je vais vous dire quelle est la démarche que nous avons adoptée dans Coach. Coach a 3 points. Tout d'abord, un partenariat technique, comment mettre en œuvre les programmes sur le terrain, c'est-à-dire la recherche, l'action et une orientation, c'est-à-dire le fossé entre la recherche et la pratique. Ensuite, un appui professionnel pour une assistance financière, notamment pour améliorer donc ces programmes, c'est-à-dire la mise en œuvre est appuyée et d'ailleurs le programme donc comble ce fossé. Et enfin, ce sera l'engagement des parties prenantes. Nous travaillons à l'établissement d'un consensus sur l'amélioration du développement professionnel et sur les principes qui devraient guider ces améliorations dans la mise en œuvre et dans la prestation. Et également, ceci nous permet de travailler et d'améliorer notre partie technique ainsi que l'appui opérationnel. Pour cela, pour appuyer ces différentes composantes, je passe la parole à ma collègue Adèle qui co-dirige le programme de coaching. Merci mille fois. Je vais commencer par vous donner un aperçu des outils, des ressources et techniques mises en œuvre. Comme on vient de vous dire, les produits techniques, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation. Donc, ceci permet à différentes parties prenantes de s'en servir, les écoles, les programmes, les enseignants, les dirigeants, les professeurs, ainsi que les partenaires du développement. Donc, nous espérons que tous ceux qui sont présents ici pourront trouver un intérêt à cela. Je voudrais vous présenter quelques-unes des ressources. Tout d'abord, imaginons que vous en êtes aux premières étapes de la conception d'une intervention DDP, que vous vouliez avoir une idée de ce que cela va ressembler à échelle, ou peut-être que vous cherchez à améliorer un programme existant et que vous avez une idée des approches qui ont fonctionné dans des contextes qui ressemblent aux vôtres. Et pour ça, l'équipe de coach a élaboré des référentiels de programmes de DPE en cours de service qui ont été mis en œuvre dans le monde entier et qui ont réussi. Donc, ces référentiels sont complétés par des fiches de présentation qui détaillent certains programmes exceptionnels et ils sont en fait détaillés et ceci donne un aperçu beaucoup plus approfondi qui permet de donner aux utilisateurs la mécanique de ces programmes réussis. Alors, si vous parlez de ces référentiels, vous pouvez voir que certains des programmes qui ont bien réussi ont en fait inclus un élément de formation de groupe, un élément de soutien continu et vous pouvez peut-être essayer de reproduire ceci dans votre contact. Mais maintenant, vous avez peut-être des questions, à savoir quel est le nombre maximal d'enseignants qui peuvent participer à une formation de groupe sans nuire à l'efficacité de la formation. Qui, dans votre système, est bien placé pour jouer le rôle de coach?
et quel est le ratio idéal entre les enseignants et les coachs. Ou peut-être que dans votre contexte, c'est trop difficile de réunir régulièrement les enseignants pour une formation de groupe et il est trop difficile pour les coachs de se rendre dans les écoles. Donc, vous décidez qu'un modèle de DPE basé sur l'école sera plus efficace et vous voulez savoir comment le mettre en œuvre. Eh bien, le programme Coach a développé une série qui répond à ces questions spécifiques et pratiques. Ceci inclut une note sur le soutien de groupe efficace si vous êtes intéressé par la formation de groupe, une note sur la conception et une note sur la mise en œuvre du DPE en groupe pour les enseignants au niveau de l'école ou du regroupement. Et si vous pensez au design, vous réalisez qu'il serait peut-être bon d'avoir un référentiel pour la formation et qu'il pourrait l'utiliser dans la classe. Nous avons réalisé qu'il est souvent très difficile d'avoir de matériel dans les programmes DPE et donc dans le programme Coach, nous avons fait deux choses. Nous avons essayé d'utiliser les matériels qui existent déjà, les mettre à disposition et nous avons aussi développé d'autres matériaux qui peuvent être utilisés dans les programmes DPE. L'idée, c'est que les parties prenantes peuvent utiliser ceci pour pouvoir concevoir leur propre matériel plutôt que de partir à zéro. Donc, le matériel sur les compétences, la pédagogie fondamentale est un exemple. Ceci permet d'avoir un retour d'information, une remise en question des préjugés qui sont essentiels pour une pratique pédagogique efficace. C'est ce guide des compétences pédagogiques fondamentales décrit un ensemble de 11 compétences. Pour chaque compétence, le guide fournit une description claire de ce qu'elle implique, des conseils étape par étape sur la manière de mettre en œuvre en classe et un exemple détaillé. Et ce guide est complété par 2 kits de matériel de formation qui sont destinés à aider les enseignants pour maîtriser les 11 compétences et à aider les accompagnateurs, les responsables pédagogiques à fournir un détien continu aux enseignants. Donc, ceci met fin à ma visite rapide des outils et des ressources techniques et vous pourrez vous rendre sur le site Internet qui est ouvert pour la consultation pour aller plus en détail. Et nous aimerions savoir ce que vous en pensez, savoir comment nous pouvons améliorer cet outil. Maintenant, si nous changeons un petit peu, j'aimerais vous dire combien ceci soutient et quels sont la Banque mondiale travaille avec les gouvernements du monde entier pour renforcer les systèmes éducatifs en leur apportant un soutien technique et financier. Les enseignants sont au cœur du travail de la Banque mondiale en matière d'éducation, avec 18 millions d'enseignants qui sont soutenus dans 111 pays, dans bien sûr le programme éducatif de la Banque. Je vais donner 2 exemples concrets indiquant comment l'équipe Coach a fourni un soutien technique aux équipes nationales et gouvernements en Afrique. Entre autres. Tout d'abord, l'équipe de coach a soutenu le gouvernement du Pakistan pour différents axes pour soutenir les enseignants. Donc, par exemple, nous avons soutenu au Punjab. Les coachs observent les enseignants une fois par mois à l'aide d'un outil d'observation de classe. Et basé sur cet outil d'observation de classe, Teach de la Banque mondiale, qui est numérisé et accessible sous forme d'application pour tous les coachs. Les coachs utilisent les résultats de l'observation pour fournir un retour d'information spécifique aux enseignants. Ce cycle d'observation et de retour d'information a permis d'augmenter de 20% les scores moyens sur 2 ans. Et nous sommes très heureux de voir les améliorations dans la pensée critique en posant des questions beaucoup plus ouvertes dans les classes. Notre deuxième exemple vient du Mozambique. Dans le cadre de son travail au Mozambique, la Banque mondiale soutient l'initiative Aprender Plus qui s'efforce d'améliorer les résultats en matière de lecture en début de scolarité. L'initiative Aprender Plus met l'accent sur l'alignement entre les programmes d'études, la pédagogie et l'évaluation et met l'accent sur le DPE dans le cadre de sa stratégie d'accélération de l'apprentissage en bas âge.
Le programme Aprender Plus sera piloté dans une province du Mozambique l'année prochaine et les enseignements tirés de ce pilote serviront de base à l'extension nationale de l'approche soutenue par un projet de la Banque mondiale. Dans le cadre de la composante DPE, le programme Coach a fourni assistance technique à l'unité de formation des enseignants du Mozambique pour renforcer les structures existantes du DPE en travaillant avec le gouvernement pour concevoir la formation de groupe que les enseignants recevront au début de l'année scolaire pour développer un protocole de coaching afin de renforcer l'utilisation par les enseignants des pratiques pédagogiques en classe et pour réfléchir à la manière de développer le soutien entre pairs au niveau de l'école et du GRIP. Au-delà de la conception des structures du programme, le programme Coach fournit également des contributions techniques pour le développement du matériel de formation ainsi que pour l'élaboration de guides pour les enseignants et les coachs. Les outils Coach ont servi des ressources utiles tout au long de ce processus et le travail sur le terrain permet d'affiner les outils techniques en mettant en évidence les moyens de les rendre encore plus pratiques et pertinents dans les contextes dans lesquels la Banque mondiale travaille. Ça, c'est important. Il y a aussi un important élément, c'est bien sûr le retour d'information. Maintenant, le dernier volet du programme Coach, c'est bien sûr l'engagement des parties prenantes. Il est très important pour nous que les outils et les ressources du programme Coach s'appuient sur l'expertise et les connaissances d'autres programmes dans le domaine. Pour garantir la pertinence et la rigueur de chaque outil, l'équipe sollicite des commentaires et des suggestions par le biais de périodes de consultation publique. Les 3 premiers produits Coach ont été téléchargé plus de 3500 fois dans le cadre du processus de consultation, ce qui nous a permis de recueillir énormément de commentaires venant bien sûr des décideurs politiques, du personnel technique, des organisations internationales et des bénéficiaires, c'est-à-dire les enseignants, les coachs et les chefs d'établissement. Outre ces consultations publiques, un comité consultatif technique composé d'experts, dont des universitaires, des décideurs politiques et d'autres praticiens d'éducation, fournit également un retour d'information permanent sur les ressources de coach et sur le programme dans son ensemble. Enfin, l'équipe de coach travaille également à la promotion d'un DPE en cours d'emploi de haute qualité en tant qu'élément clé de la lutte contre la pauvreté d'apprentissage dans le monde. Pour pouvoir aussi, nous faisons des événements virtuels, nous avons des articles de blog, des podcasts et aussi un bulletin d'information. Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre dans nos efforts d'accélérer l'utilisation sur le terrain. Nous espérons que vous pourrez explorer comment Coach pourrait être utile dans votre propre contexte. Les outils qui sont discutés aujourd'hui sont disponibles sur notre site web et ils ont été traduits en différentes langues et nous espérons que ceci sera beaucoup plus accessible pour différentes parties prenantes dans le monde. Vous pouvez vous tenir au courant de ces dernières mises à jour de Coach en vous inscrivant au bulletin d'information de l'équipe dont nous allons parler et n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse avec des questions et pour savoir ce que vous en pensez. Avant de redonner la parole à Ridva, je voulais reconnaître notre équipe coach qui sont en fait non seulement le cerveau, mais aussi qui ont fait tous les efforts. Il y en a trop pour les mentionner tous, mais vous pourrez trouver leur nom sur le site Internet. Encore une fois, nous voulons reconnaître Anna De Foto qui a travaillé patiemment ces derniers mois pour que cette journée soit une réussite. Donc, encore une fois, nous la remercions. Et nous voulons aussi remercier notre équipe de TI pour soutenir cet événement. Encore une fois, nous vous remercions et nous attendons d'entendre la discussion qui suit. Ridva, à vous. Merci beaucoup Adèle et Ézéchiel. Présentation compacte, rapide, très pleine d'informations. Je pense que nous avons une bonne idée maintenant de ce que représente Coach, de quoi il s'agit. Bien sûr, il y a aussi l'autre outil dont nous parlerons pendant la table ronde et qui a eu son propre lancement et qui en fait est un complément à ceci. Mais ça, c'est véritablement donc un outil pour la formation en service des enseignants. Donc, très bien, merci. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est parler des intervenants de notre table ronde. Je vais présenter chaque membre quand je poserai les questions. En fait, ils ont tous, bien sûr, des questions que nous allons leur poser parce que nous voulons, bien sûr, nous servir de leur expertise et de leur expérience
et de ce qu'ils ont à partager. Mais avant de commencer, je voulais vous dire, et ça, je vois déjà qu'il y a bien sûr des tas de questions dans le chat, il y a des commentaires, et nous aurons, nous l'espérons, un petit peu de temps pour avoir une séance questions-réponses à la fin. Mais si vous avez des questions par rapport aux panélistes, eh bien, n'hésitez pas à envoyer vos questions par le chat. Et nous avons aussi une équipe qui pourra consolider toutes ces questions et qui pourra les faire parvenir, qui pourra me les faire parvenir pour que je puisse les poser aux intervenants. Alors, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, nous allons nous concentrer sur 3 dimensions. Ce qui a fonctionné, quels sont les obstacles et comment, bien sûr, surmonter ces obstacles. Donc, les questions aux panélistes sont structurées de cette manière. Nous allons commencer par le Brésil. Nous avons déjà entendu ce qui a été mentionné pendant la présentation et aussi les commentaires de Jaime. Et j'aimerais demander à Ivo Ferreira Gomes, qui est le maire de Sobral, qui se trouve dans l'État de Ceará, dans le nord-est du Brésil. Donc, nous lui souhaitons la bienvenue, monsieur le maire. En 8 ans, Sobral est passé d'avoir de rang 1366 dans le rang en termes de résultats d'apprentissage. Et si je comprends bien, d'après ce que j'ai lu, je pense qu'il y a 5500 municipalités dans tout le Brésil et ils sont passés au numéro 1. Donc, vous êtes passé de ce rang 1366 à numéro 1 et ça, c'est extraordinaire quand on entend cela. Et ça n'est pas une chose que vous avez fait une fois, mais vous l'avez fait plusieurs années d'affilée. Et la refonte et le soutien aux enseignants fait partie des facteurs qui ont contribué à cette amélioration massive. Donc, monsieur le maire, j'aimerais vous demander en 2 minutes, parce que je voudrais véritablement faire ça assez rapidement pour qu'on ait le plus d'informations possible, quels sont les principaux changements qui ont été faits par Sobral pour améliorer le soutien aux enseignants? Et est-ce que le programme de Sobral, comme l'a dit l'équipe coach, a besoin d'être personnalisé, pratique, ciblé et continu? Et est-ce que votre programme reprend ces points-là ou est-ce que c'était différent? Y a-t-il quelque chose supplémentaire que vous avez fait? Donc, monsieur le maire Gomez, à vous la parole. Oui, c'est exactement ce que l'on a fait. Je voudrais tout simplement commencer par dire bonjour à tout le monde. Bonjour, bon après-midi ou bonne soirée en fonction d'où vous vous trouvez. Je vous demande de pardonner d'être indulgent par rapport à mon anglais. Je vais essayer de ne pas faire de fautes. Mais au nom de donc, j'aimerais remercier Monsieur Jaime Saavedra, qui est directeur du pôle éducation du groupe de la banque. J'aimerais le remercier de cette invitation. Je suis très honorée d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous avons déjà discuté de la pauvreté d'apprentissage auparavant et je pense que ça, c'est en fait le premier résultat de cette réunion que nous avons vue il y a quelques années à Washington et je suis très heureux de voir qu'une institution aussi importante que la Banque mondiale, en fait, nous avons véritablement maintenant une voix très puissante sur le sujet qui a un impact. C'est un sujet fondamental que d'avoir un système national qui offre une éducation de qualité à tous. Je voudrais donc commencer par dire qu'il est très important de croire tout d'abord que les enfants pauvres, que les enfants, en fait, quel que soit leur âge, leur couleur, leur statut socio-économique, que les enfants sont capables d'apprendre. Ça, c'est la première conviction que nous avions ici. Si vous croyez ça, eh bien, vous pouvez faire ce que nous avons fait. C'est-à-dire que nous avons été convaincus passionnément que tous les enfants peuvent apprendre si le gouvernement leur offre les
l'éducation, les instruments suffisants et nécessaires dont ils ont besoin. Je voudrais aussi rajouter que le problème fondamental, mais nous avons énormément de problèmes dans le secteur de l'éducation. Il y en a tellement, il y a tellement de choses à faire que parfois, on ne se focalise pas, on ne se concentre pas sur ce qui est le plus important ou où on ne se concentre pas sur l'origine du problème. Et ce que nous avons trouvé ici, il y a 20 ans, que ça c'est aussi très important de le dire, ce que nous faisons ici de bien à Sobral, c'est quelque chose que l'on fait depuis 25 ans. Ça ne s'est pas passé en un an, ni que l'année suivante, tout allait mieux et que nous avions de bons services d'enseignement. Mais le problème central, c'est l'alphabétisation. Les enfants doivent pouvoir lire, écrire quand ils ont 6 ans. C'est cette année qui est de référence. Et c'est un âge de référence. Pour cela, il nous faut de bons enseignants. Si nous n'avons pas de bons enseignants, nous ne pourrons rien. Il nous faut de bons enseignants. Il leur faut avoir des salaires décents. Si nous devons leur donner la formation conséquente sur le temps, il nous faut des programmes de développement professionnel pour les enseignants. Et donc, si ce n'est pas le cas, je ne saurais améliorer l'éducation. Voilà, mon temps s'est écoulé. Monsieur le maire, nous reviendrons vers vous et peut-être que vous pourrez nous dire à titre d'homme politique de ce que cela signifie. Alors, revenons ici au nord, où je me trouve à l'heure actuelle, et je passerai la parole à Mina Kelha, et qui est directeur général de l'Agence pour l'éducation nationale. Elle vient de prendre son poste et il s'agit là d'un système qui est reconnu comme ayant de très bons enseignants. Ce n'était pas toujours le cas. Ce système n'était pas aussi bon qu'aujourd'hui. Et dans les années 60, dans les années 70, des réformes importantes ont été opérées pour améliorer donc l'appui pour les enseignants. Mina, je vous demanderai en 2 mots quels sont les éléments essentiels de ce travail d'excellence? Des systèmes qui ont été offerts aux enseignants, et est-ce que c'était dans le genre du programme coach, c'est-à-dire particularisé, focalisé, ou qu'est-ce qui a fonctionné dans le contexte qui est le vôtre? Mina, je vous passe la parole. Merci, Riva, de m'avoir présenté et une excellente question. Et bonjour à tous de la Finlande, où nous sommes en après-midi. Eh bien, dans notre société, c'est un élément constitutif, l'éducation. Et les systèmes d'éducation sont obligatoires et une éducation de qualité et surtout un cursus national sont obligatoires. Et donc, l'éducation, le fait d'être de professeur est reconnu dans la société. Nous avons beaucoup de chance. Et donc, ils doivent avoir une maîtrise en enseignement et en autonomie. Il faut faire un suivi des besoins des enseignants et il faut créer de nouveaux moyens et faire en sorte que le développement professionnel soit vital, actualisé. Des opportunités doivent être offertes aux enseignants et aux enseignants et aux élèves pour le développement professionnel. Alors, le programme Coach a été donc focalisé, pratique pour le développement professionnel.
N Nous avons offert du coaching pour, les enseignants au à titre personnel et numérique. Les enseignants sont dans un environnement porteur. Le développement professionnel est axé, par exemple, sur le renforcement de tout ce qui est alphabétisme, émotionnel, émotif, développement émotif, personnel. Il faut que ce soit permanent dans un environnement qui est évolutif en continu. Et c'est une initiative qui se poursuit depuis 2016, lancée par le ministre de l'Éducation et de la Culture pour appuyer l'enseignement aux professeurs, la formation continue et il s'agit donc de développer de nouveaux modèles pour le renforcement de la formation professionnelle des enseignants. Merci Mina. Très intéressant et je crois que dans le contexte des pays en développement, parfois, je je crois que je n'ai pas vu, de bons récits justement pour ce type de modèle, comment il s'est développé. Mais ça, c'est bon, c'est un autre sujet. Maintenant, je voudrais passer à notre intervenant suivant, Nancy Macharia, PDG, de la Commission des enseignants du Kenya. Malheureusement, la connexion était très mauvaise, mais nous avons trouvé un remplaçant, le docteur Mouria, qui est en ligne. Monsieur le docteur Ruben fait également partie de la commission des enseignants du Kenya. Et quelques mots d'antécédents peut-être. Le Kenya a bien avancé dans les résultats de l'apprentissage et je sais que selon les indicateurs, le Kenya est effectivement en premier lieu ou en première place. Alors les programmes, Customer par exemple, ou Pride encore, qui sont financés de l'extérieur, mais qui ont un axe sur le remaniement de la formation professionnelle pour donner par exemple des plans d'enseignement, des livres, etc. aux enseignants. Et c'est la démarche dont nous parlons ici. Je voulais vous demander, docteur Zamouri, comment est-ce que les enseignants ont participé à la conception et au lancement de ce programme? Et j'ai déjà vu des questions qui ont été posées dans la discussion. Est-ce que cela peut être durable, ces différentes démarches, puisque nous sommes au Kenya maintenant? Et je lis les journaux kenyans de temps à autre. Je sais qu'il y a un débat sur le nouveau cursus et que les parents disent qu'il y a trop de travail à la maison, que les enseignants ne sont pas suffisamment formés, pardon. Et donc, je voulais vous demander particulièrement, comment est-ce que votre commission et vous pouvez vous assurer que la formation professionnelle suit effectivement l'évolution pour les enseignants et comment pouvez-vous intégrer les perspectives des enseignants dans cette nouvelle formation professionnelle? Vous avez la parole. Merci, merci mille fois. Merci de cette question. J'aimerais vous dire que je représente la commission des enseignants. Et ma collègue n'a pas pu se connecter, désolée, mais je représente ainsi la commission des enseignants. Je voulais dire que les enseignants qui participent au lancement et à la conception des programmes, et ils s'assurent
au niveau de la conceptualisation et de la conception de programmes qu'ils y ont participé. Ils ont été touchés dans différentes régions du pays et ils ont été donc impliqués dans la conception du programme. Car nous avons un système de panel ici d'enseignants qui participent à la conception de différents documents et matières. Et donc, ceux qui en sont chargés sont dans différentes écoles, dans différentes régions et nous donnent leurs observations, et nous en sommes reconnaissants, pour la conception et la finalisation, encore une fois, de ce cursus. L'autre aspect essentiel, c'est que les enseignants ont participé à la formation. Et que s'est-il passé? Eh bien, ils ont été appuyés par des agents de cursus qui reviennent à la commission, qui est la nôtre, qui appuie les enseignants sur les questions donc de mise en œuvre du cursus. Ce qui veut dire qu'ils sont formés aux modalités, aux éléments et à la prestation et forment ainsi les enseignants dans les différentes régions et dans les écoles. Et ces agents sont ceux qui sont chargés de la formation des enseignants. Ce qui est absolument essentiel pour notre segment de la formation. Et les enseignants mettent en œuvre le programme alors par un appui professionnel par ces agents, par l'intermédiaire de ces agents, reçoivent des observations qui sont essentielles pour un retour d'informations sur les événements. Le programme a été également surveillé au niveau national pour s'assurer des progrès du programme. Voilà, c'est ainsi que les enseignants participent à ce programme. Et deuxièmement, à l'heure actuelle, nous mettons en œuvre un cursus fondé sur les compétences, avec plusieurs piliers essentiels. L'un d'entre eux étant de compétences pour l'engagement et l'autonomisation. Il est vrai que l'on le voit dans les médias que les parents participent et donnent des observations, mais il est clair que tous les parents d'élèves peuvent s'assurer que leurs enfants s'assurent que leurs parents réussissent. C'est ça qui est important. Le cursus est l'un des piliers également essentiels pour l'engagement et l'autonomisation. Et donc, cela signifie que les parents participent à l'apprentissage de leurs enfants par des activités données par les professeurs pour que les parents puissent y participer avec les enseignants. Donc, pour la mise en œuvre du cursus, les enseignants ont un cursus sur compétences pour des activités pratiques et les élèves y participent et ils sont en mesure de travailler, par exemple, avec leurs parents pour savoir comment cela se déroule. Dans les sciences, nous avons, par exemple, le nettoyage des outils. Et ces élèves rentrent chez eux et prennent les outils ou les ustensiles qui sont à nettoyer et les parents voient sur place que leurs enfants sont en mesure de faire des nettoyages corrects. Et donc, l'on relaie au professeur que effectivement les élèves ont nettoyé ces outils et ces ustensiles. Voilà, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Que se passe-t-il? Nombre des parents ont d'autres obligations. Donc, ils viennent, mais ne sont pas toujours en mesure de venir là où c'est nécessaire. Mais les parents doivent nécessairement être responsables de leurs enfants. Et donc, les parents doivent participer à l'enseignement de leurs enfants pour le niveau culturel et des valeurs de la société. Il vous faut être responsable, c'est ce que nous disons, pour élever vos enfants, pour qu'ils soient des citoyens responsables à l'avenir, ici.
Et ça, c'est absolument essentiel. Et encore une fois, les voix des enseignants sont essentielles et ces dernières au Kenya sont très importantes. Nous les écoutons et les enseignants sont nécessaires pour la mise en œuvre de ces cursus, car ce sont eux qui seront chargés des différents cours, des différentes classes et des apprenants. Donc, c'est essentiel pour la prestation de l'enseignement et de la politique de l'enseignement. C'est essentiel au Kenya et donc notre commission tient une conférence en 2019, nous l'avons tenue nous avons écouté les enseignants et c'était une manifestation nationale pour le développement donc de ces cursus et de la politique d'enseignement et d'apprentissage. Il y a donc des associations d'enseignants qui peuvent parler de ce qui se passe au niveau de la classe. Ah, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Je pense que nous avons en fait un bonus en plus avec la voix des parents, la voix des enseignants. Merci de votre patience. C'est merveilleux de voir des fonctionnaires kenyans qui sont absolument passionnés. Vous nous avez donné un très bon aperçu de ce qui se passe. Je voudrais maintenant passer à Carlos Vargas Tames, qui est le chef de la section pour le développement des enseignants de l'UNESCO et du secrétariat de la TTF. Et bonjour Carlos, je voulais vous demander, donc, ce groupe de travail donc défend les enseignants et en particulier pendant la pandémie et qui a bien sûr attiré la question sur le besoin d'avoir un soutien aux enseignants. Vous avez été donc très actif et c'est en fait un élément très très important, bien sûr, comme nous l'avons entendu dire par le docteur Tamburi du Kenya, de la commission des enseignants, les voix des enseignants sont importantes. Donc, ce que je voudrais vous demander, c'est quelles sont les stratégies ou les principes qui ont le mieux fonctionné, à votre avis, pendant la pandémie pour pouvoir soutenir les enseignants? Et est-ce que vous voyez des similitudes entre ce qui est proposé par Coach ou est-ce que la situation de la pandémie était en fait différente? Donc, à vous la parole. Merci beaucoup de votre question, Rilva. Et j'aimerais dire bonjour, bon après-midi et bonne soirée à tous les participants et remercier nos collègues de la Banque mondiale de leur invitation. Je ne vais pas réitérer ce qui a déjà été dit, mais faire référence à ce que le docteur Gomez, docteur Kelta et monsieur Tambouri a dit. Le docteur Gomez a mentionné la question de temps en tant que processus, c'est-à-dire c'est un processus de soutien continu. Ça, c'est quelque chose qui a été important et de s'appuyer sur des processus de longue date en termes de développement professionnel pendant la pandémie. Le docteur Kelda a mentionné l'autonomie, le docteur Tambouri, la question de participation. Et donc, sur tous ces points, je dirais que les deux éléments que nous avons vus et qui ressortent de la pandémie, c'est que l'un de ces éléments permet d'avoir une meilleure opportunité pour le développement des enseignants qui sont en fait beaucoup plus ancrés dans les besoins des enseignants. Ça, c'est ce qui ressort de la pandémie. Donc, les programmes qui répondent aux besoins sociaux, émotionnels, d'apprentissage, les compétences, etc. Donc, un apprentissage hybride ont bien sûr très bien réussi, comme nous l'avons entendu. Et bien sûr, quand on comprend bien sûr le contexte dans lequel travaillent les enseignants et répond aux besoins de formation. Je pense aussi qu'une deuxième stratégie qui est fondamentale, et nous avons vu qu'elle a été très utile pendant la pandémie, c'était en fait la consultation avec les enseignants. Comme ça a été mentionné auparavant, le dialogue social est fondamental pour une réponse éducative qui doit être formulée dès le départ de la pandémie. Et donc,
par rapport à cela, il est important de dire que la confiance qui a été établie avec les enseignants, de savoir quelles sont les expériences positives du passé, donc par la pandémie ou pendant d'autres pandémies que nous avons vues, par exemple en Sierra Leone et en Guinée, pendant la pandémie de l'Ebola, ou l'épidémie d'Ebola. Nous avons vu que c'est par le dialogue avec les enseignants que les réponses ont été créées, qu'elles ont été efficaces, qu'elles ont réussi et que tout ceci dépend donc de l'appropriation et de la participation des enseignants. Je dirais donc que la voix des enseignants est en fait un point très fort à tous les niveaux en termes de communauté de pratique, que ce soit en personne ou virtuel, pour pouvoir avoir un mentorat, un échange d'idées entre les différentes académies scolaires et autres. Mais quelque chose qui se produit dans cette communauté et qui est important, c'est le talent, les compétences, la connaissance pédagogique des enseignants, ceux qui peuvent partager donc ces compétences et ces connaissances avec d'autres. Donc, l'aspect de mentorat, d'accompagnement, ça, c'est quelque chose qui a été très important. Et en dernier lieu, en ce qui concerne le chevauchement qu'on voit en termes des principes, certainement le principe d'innovation, et c'est quelque chose qui nous interpelle énormément. Nous avons vu pendant la pandémie comment les enseignants, en termes de contenu, de format, de relations, ont innové, mais pour que l'innovation puisse s'épanouir, il faut une autonomie professionnelle et ça, c'est essentiel. Et c'est ce que nous avons vu comme l'un des principes du programme Coach. Il est donc important d'avoir d'un côté la possibilité d'innover en termes de connaissances pédagogiques, mais aussi l'espace qui est créé en termes d'autonomie, de participation des enseignants en termes de la prise de décision de la classe, dans la salle de classe. Ça, c'est en fait une dimension très importante en ce qui concerne des réponses effectives par rapport à la crise. Donc, je vais m'arrêter là et je pourrais rajouter un petit peu plus après. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Maintenant, en ce qui concerne les obstacles, Jaime, j'aimerais vous donner la parole. On a parlé, bien sûr, de l'observation de ce qui se passe dans les classes en ce qui concerne les compétences des enseignants. Nous avons donc l'outil coach, mais je voudrais vous demander, Jaime, quels sont les défis au niveau du système auxquels les pays sont confrontés? Vous travaillez avec différents pays en développement, avec la Banque mondiale. À quoi ces pays sont confrontés pour collecter ces données régulièrement et à grande échelle et pour créer des systèmes de retour d'information qui sont efficaces? Est-ce que ça, c'est en fait un petit peu utopique ou est-ce qu'on peut véritablement réaliser cela? Jaime, merci Ridva. Il s'agit ici, je pense, de changer les esprits. On parle de données, de ce qui se passe dans la classe. Alors, le point essentiel ici, c'est que tout le système doit être utilisé pour pouvoir, dans un processus dans lequel l'enseignant reçoit un retour d'information. On sait ce qui se passe dans la classe, comment est la performance de l'enseignant, l'enseignant est observé par des collègues ou quelqu'un d'autre et on lui fait un retour d'information à savoir comment améliorer ses compétences en permanence. Donc, il faut que les enseignants comprennent que ça, c'est en fait des compétences qui doivent être améliorées au fil du temps, au long cours. Et c'est la raison pour laquelle la première chose, c'est de changer l'état d'esprit. Nous avons tous besoin de retours d'informations, de commentaires. Dans nos organisations, nous avons des systèmes d'évaluation. Quelqu'un nous fait un retour d'information par rapport à la performance de notre travail. Quels sont nos points forts et quels sont les points qu'on doit améliorer. Donc, tous les professionnels reçoivent ceci en permanence. Donc, le premier défi, c'est de changer les esprits pour que les enseignants puissent être innovants au sein de la salle de classe, pour qu'ils soient créatifs, pour qu'il y ait un meilleur contact avec les étudiants. Eh bien, il faut qu'ils reçoivent un retour d'information de quelqu'un. Mais le défi, c'est ce qui se fait
dans la classe, mais aussi dans l'école et dans tout le système. Et ça, c'est vraiment un défi à relever. C'est difficile. Il faut avoir de bons outils. Il faut avoir des techniques pour pouvoir observer, pour pouvoir faire un retour d'information. Il y a bien sûr des outils pour faire ça. Et l'outil Teach de la banque est mis en pratique, mais il y a d'autres outils sur le marché. Il y a différents systèmes éducatifs qui utilisent ces outils. Donc, il y a en fait pas mal d'opportunités ici. Quel que soit l'outil que vous utilisez, il faut l'utiliser, il faut l'adapter, mais il faut s'assurer que vous avez la capacité hiérarchique de faire ça à grande échelle. Donc, ça n'est pas uniquement une question de faire ça au niveau d'une seule salle de classe, mais au niveau d'un système. Donc, il y a là un défi de mise en œuvre. Mais c'est faisable. Nous avons des exemples au Punjab, par exemple, où effectivement, c'est quelque chose qui a été fait, c'est quelque chose qui a été déployé dans tout le système, dans toute une province. Le troisième point que je voulais mentionner, c'est qu'il s'agit d'utiliser des données. On peut avoir des données sur ce qui se passe dans la classe et ces données peuvent être utilisées de deux manières différentes. Un, c'est au niveau macro. Si en fait les autorités locales ou le ministère de l'Éducation, tout ceci a besoin de savoir, bon, est-ce que nos enseignants ont besoin d'avoir un soutien plus poussé dans tel domaine plutôt que dans d'autres? On a besoin peut-être de plus de soutien en termes de contenu ou peut-être un soutien en ce qui concerne la gestion de la classe. Donc, il y a différents domaines dans lesquels les enseignants ont des points forts et des points faibles. Donc, ça, au niveau macro, les ministères ont besoin de comprendre quels sont les domaines dans lesquels les enseignants ont besoin de soutien supplémentaire. Mais en même temps, c'est quelque chose qui doit être utilisé au niveau de la classe et au niveau de l'école. Donc, le directeur ou la directrice d'école a besoin de savoir pour chacun de ses enseignants, donc enseignant X, Y, Z, est-ce qu'il a besoin de plus de soutien par rapport à ça ou par rapport à autre chose? Voilà un autre enseignant qui est très bon dans ce domaine-là, mais pas tellement dans cet autre domaine. Donc, ces informations au niveau de la classe doivent être utilisées par les directeurs d'école en ce qui concerne l'amélioration pour améliorer les ressources humaines au niveau de l'école. Donc, je pense que ça, c'est en fait une tâche complexe. Et le point essentiel, c'est qu'on doit reconnaître que la question clé en termes de l'amélioration de l'éducation, c'est d'améliorer ce qui se passe au niveau de la classe. C'est améliorer l'interaction entre l'enseignant et l'apprenant. Et il s'agit aussi d'offrir le soutien et d'avoir les données qui permettent d'offrir ce soutien. Merci beaucoup, Jaime. Je vois que vous êtes convaincu de ça parce que sinon, vous n'auriez pas véritablement ce programme. C'est effectivement, c'est très bien. Effectivement, j'aime. Ce sont de très bons commentaires. Même dans le système finlandais, je pense que je suis beaucoup plus une observatrice qu'autre chose, mais même là, il y a des gens qui disent on fait beaucoup de choses très, très bien, mais il y a bien sûr des points qui sont un petit peu plus faibles. Carlos, j'aimerais vous demander de revenir très, très rapidement. Vous avez 1 minute. Nous sommes un petit peu en retard par rapport à l'horaire, mais j'aimerais vous demander que voyez-vous comme un obstacle critique pour que les pays puissent améliorer le développement professionnel des enseignants? Et pour que ceci soit en fait, on puisse avoir un développement continu, focalisé, personnalisé et pratique. Quels sont les obstacles à ça? Très rapidement. Effectivement, j'ai mentionné que l'un des défis essentiels, c'est en fait la question continue des programmes. Et je suis tout à fait d'accord, ça doit être personnalisé, ça doit être pratique. Mais la réalité, c'est que un développement professionnel continu, en fait, très, très souvent, ils sont trop courts. C'est peut-être, ça vient du fait des donateurs parfois, des bailleurs de fonds ou d'autres, et ils sont peut-être déconnectés par rapport aux besoins et à la réalité du pays. Donc, je dirais que l'un des défis à surmonter, c'est en fait qu'ils ne sont pas suffisamment adaptés, que ces programmes ne sont pas suffisamment adaptés et qu'il n'y a pas suffisamment de suivi au niveau institutionnel, au niveau des pays. Donc, manque d'alignement
du développement professionnel des enseignants par rapport aux normes nationales, par rapport au plan et par rapport à ce qui existe en termes des normes et en termes des ressources nationales. Et une autre dimension, c'est que la gouvernance, donc les normes en termes de la culture des enseignants, ça c'est important pour pouvoir promouvoir un leadership et une autonomie des enseignants. Ils doivent pouvoir prendre des risques, prendre leurs propres décisions. Et ça doit s'acquérir en termes de formation. Donc, ça, c'est ce que je crois. Et je pense qu'avec les ressources qui doivent accompagner ceci, il y a des pratiques qui sont établies pour qu'il y ait une systématisation de certaines pratiques pour pouvoir produire et disséminer des connaissances qui sont valables pour les autres. Donc, je dirais donc que ça, ce sont en fait des limites, des contraintes clés pour le développement des enseignants auxquelles on peut remédier. Merci mille fois. Mina, directrice générale de l'agence finlandaise, j'aimerais que vous nous disiez en quelques mots, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, en 2 mots, je dis bien, quelle est la démarche finlandaise pour le développement professionnel? Le recrutement, il n'est pas facile d'avoir les meilleurs enseignants, sélectionner les plus aptes, les motiver, les autonomiser. Quels sont les éléments supplémentaires dont vous nous parleriez pour le développement professionnel des enseignants dans le contexte finlandais? Merci de votre question. Alors, mentorat tout d'abord, les communautés d'enseignement, des, donc l'enseignement professionnel par les pairs. Vous avez dit que l'enseignement virtuel n'était pas des meilleurs, mais quand même. Et ce sont là des moyens que nous avons développés et que nous développons pour, selon la situation des enseignants, bien sûr. Alors, facilitateur également pour l'enseignement plutôt que des banques de connaissances. Ils jouent ce rôle pour leurs élèves. Des responsabilités d'appui pour toutes les personnes et avoir accès aux ressources qui sont nécessaires pour cet appui d'enseignement, pour cet environnement qu'il se développe. Mais également pour l'éducation, il y a un double rôle pour l'amélioration de l'enseignement en Finlande. Organisation donc du développement professionnel. Notre AGEPS donne également des dons aux universités et aux autres organisations pour exécuter des programmes de développement professionnel pour les enseignants, notamment. Merci mille fois. C'est très intéressant. J'ai également travaillé avec votre organisme et je connais un peu les différents programmes qui donnent une couverture exhaustive. Passons maintenant à Ivo Gomes, donc le maire de Sobral, puisqu'il nous reste quelques instants. Seulement, je ne vais pas poser des questions qui sont sur la cohésion, bien que ce soit très important pour la politique, tout ce qui est technique, euh, pour les enseignants, etc. Mais il y a une question du public qui vous est adressée. D'ordinaire, on n'a pas la possibilité de recevoir ce type de questions, mais la voici. Pour le public, la voici. Alors, avec les autres hommes politiques, quels sont les arguments qui sont les plus efficaces pour les convaincre de suivre Sobral pour avoir des cibles pour tout l'enseignement des enfants et mettre en œuvre un appui pratique pour les enseignants pour qu'ils puissent atteindre cette cible? Comment d'autres pays pourraient suivre ce que vous faites, vous? Eh bien, je vais vous donner un exemple pour l'éducation. L'éducation, c'est les votes.
c'est des électeurs. Et donc, à partir d'une bonne éducation, on a des votes, car l'éducation, c'est pour tous, mais ça n'a jamais été au centre de la pratique, des décisions des hommes politiques. Les hommes politiques, d'ordinaire, ici ou dans le passé, tous les hommes politiques veulent pouvoir donner une bonne éducation à tous. Je n'ai jamais présumé que ce soit différent. C'est une plaisanterie quand je parle des votes, mais je dis les votes car mon groupe politique ici à Sobral a remporté 6 élections successives, notre coalition, et surtout ce qui était important, c'était les résultats scolaires, la reconnaissance par l'État de ce que nous faisons ici, ce qui fait qu'à Sobral, nous sommes très fiers du titre remporté par Sobral, les récompenses remportées par Sobral, cette reconnaissance qu'on nous apporte. Les hommes politiques, j'en reviens à cela, veulent fournir une éducation à tous. Ils ne savent pas comment faire toutefois. C'est quelque chose qu'ils souhaitent faire, mais pour la plupart, ils ne savent où commencer. Ils n'ont pas la patience. Je l'ai dit au départ, que cela fait 25 ans que nous procédons sur ce projet. Et au premier jour des 25 ans en question, nous n'avons jamais reculé. Ce qu'il me faut leur dire, c'est ce que j'ai dit au début, tout un chacun peut apprendre, tout le monde. Si les enfants à Sobral, qui est l'un des États les plus pauvres au Brésil, peuvent apprendre, partout dans le monde, on peut apprendre. Il faut tout simplement qualifier nos enseignants. Les enseignants ici à Sobral ont un respect, une appréciation de soi qui est très élevée, car on reconnaît ce qu'ils font pour la société, pour les enfants. Donc il faut savoir que ce qui se passe aujourd'hui, tout peut changer rapidement à Sobral. Une fois que nous avons déterminé quels étaient les problèmes, nous avons invité les enseignants à participer au développement professionnel, à leur développement professionnel, ce qui a eu un impact profond pour eux, car après cela, quand ils retournent à leur poste, ils savent ce qu'il faut faire, ce qu'ils devraient faire, et ils ne craignent pas de l'évaluation que nous aurons pour tous les élèves. Il y a une amélioration significative et les résultats sont très rapides une fois que les enseignants savent ce qu'il faut faire, une fois que le ministre de l'Éducation voit les évaluations et voit que les interventions sont celles qu'il faut réaliser une fois les résultats connus. Nous recevons toutes sortes de délégations de tout le pays et de l'étranger également, et nous sommes ravis de leur montrer combien il est manifeste ce que l'on peut faire dans l'éducation. Je vous remercie de ce message très positif. La prochaine fois que vous venez, non pas moi, non pas moi, non pas. Je fais partie d'une coalition, ce n'est pas que moi. Je suis ravi de vous dire qu'après au bout de 18 mois, nous avons les enfants à l'école à nouveau dès le 1er septembre, donc nous en sommes absolument ravis. Parfait, merci, merci mille fois.
Alors maintenant, 2 petites questions. Je voudrais revenir au Kenya en quelques instants et revenir sur la question dont on a parlé. C'est une question qui nous vient en fait du public, de notre public. Comment faites-vous? Docteur Rouben, vous nous avez donné une idée pour les programmes sommets et ceux qui ont été financés de l'extérieur qui sont durables et qu'il y a appropriation locale. L'une des questions est la suivante: comment vous concevez des programmes pour être durables et pouvoir être déployables à l'échelle au fil du temps, selon les budgets nationaux, la volonté politique et autres éléments essentiels? En 2 mots, en 1 mot, en 1 minute plutôt, quels sont les enseignements, que d'autres pourraient tirer pour que les activités, financées de l'extérieur restent durables? Merci. Je voudrais dire, pour que les programmes soient durables au Kenya, il y a plusieurs éléments qui doivent être réalisés. S'assurer tout d'abord qu'il y a un cadre de gestion du savoir, des connaissances au pays, ce qui fait qu'il y aura discussion au niveau des concepts, de la conception, qui devront remplir les besoins des clients. C'est bien les besoins du client, hein, qui doivent être, couverts tout d'abord avant que l'on ne parle d'autre chose et le pays doit s'approprier, avoir la participation au programme. Participation, appropriation, politiquement parlant, au niveau du gouvernement, des enseignants, sinon il est très difficile pour que le programme soit mis en œuvre. Donc appropriation et maintenant renforcement des capacités pour la mise en œuvre quant aux différents volets du programme. Ne présumez pas qu'on mettra en œuvre un programme s'il n'y a pas de renforcement des capacités et que l'on ne connaît pas les indicateurs qui sont nécessaires, qui doivent être réalisés pour les programmes. Et donc, pour qu'un programme soit réellement durable, il faut qu'il y ait un effet de levier sur les systèmes qui existent d'ores et déjà et les ressources en place. Et l'apport de systèmes des partenaires extérieurs qui s'appuieront sur les systèmes existants pour renforcer les capacités, pour pouvoir s'approprier le programme, pour pouvoir l'exécuter. Et il faut s'assurer qu'il y ait suivi des progrès du programme et ce, à chaque étape. Ce qui veut dire que la surveillance du programme doit commencer dès le premier jour, c'est-à-dire lorsqu'on lance son programme. Et enfin, il faut identifier et avoir les différentes mesures de ce qui se passera dans le programme et donc avoir des prévisions d'avenir quant à la façon dont le programme devra avancer. Si le donateur stoppe son financement, que se passera-t-il? Il faut que ce soit intégré dès le premier jour dans le programme et une fois que c'est aligné sur les ressources et les besoins du pays et que le gouvernement du pays est en mesure de reprendre le programme, par exemple, le programme Pride au Kenya est maintenant intégré dans notre système. Les meilleures pratiques que nous avions sont dans le premier projet pour le système de développement des enseignants est aujourd'hui intégré dans l'enseignement, dans l'apprentissage d'un programme de compétences, ce qui veut dire que les meilleures pratiques aujourd'hui sont durables au sein du système et non pas en dehors du système. Donc, il faut qu'il y ait
une façon d'appuyer le programme et que ce soit intégré dans le système national pour que les programmes sont réellement dans le système du pays. Alors, il faut que ce soit des programmes donc d'alphabétisation et autres. Les programmes donc ont déjà été financés et maintenant tous ces programmes ont été appuyés sur les meilleures pratiques, sur les compétences et tous ces programmes sont intégrés dans le programme en question et on peut les appuyer avec les ressources qui nous viennent certes des partenaires extérieurs. Et ça, c'est la seule façon dont on peut dire que nous aurons des programmes qui sont nationaux et qui sont appuyés de l'intérieur du système et des ressources qui existent dans notre pays. Et enfin, reconnaître les aussi les ressources humaines ressources existantes. humaines qui existent et trouver quelles sont les carences en termes de ressources humaines, renforcer les ressources humaines et faire une référence par rapport à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est comme ça que nous réussirons. Merci. Nous arrivons à la fin maintenant de notre séance. Il y a un certain nombre d'autres questions. L'équipe va les examiner, revenir vers vous. Mais je voulais conclure cette séance en demandant aux panélistes en 30 secondes. Et avant ça, je ne vais pas résumer quoi que ce soit. Nous avons eu une richesse d'expérience. Nous avons eu une très bonne présentation de cette de ce nouveau programme qui est un bien public mondial et nous avons appris énormément de choses. Et bien sûr, tous les documents seront disponibles, mais je voudrais vous demander à chacun d'entre vous qu'est-ce que vous retirez? Une chose unique, importante, qui ressort de toute cette concertation, de toute cette séance. Une chose unique. Et je voudrais commencer par Jaime. Non, non, en fait, je vais vous demander en dernier, en fait. Et je vais demander à Carlos une chose que vous retirez de cette séance. Très brièvement, s'il vous plaît. C'est difficile. C'est difficile de choisir. Il y a tellement de dimensions que nous avons discuté dans cette séance, mais ce que je dirais, c'est que ce que je retire, c'est le potentiel énorme qu'ont les enseignants d'améliorer leurs propres pratiques, d'innover et la nécessité d'une autonomie professionnelle, d'un espace qui leur permettra de partager, de réfléchir les meilleures pratiques. Je pense que ça, ce sont les enseignements qu'il faut tirer en termes des connaissances produites qui peuvent soutenir et qui peuvent s'appuyer sur les connaissances des autres au niveau de la classe et qui peuvent être, dans ces cas-là, extrapolés à un système. Voilà, c'est donc ce que je retire de la séance. Monsieur le maire Gomez, qu'est-ce que vous retirez de cette séance? Votre micro, monsieur le maire. Désolée. Donc, qu'est-ce que vous retirez de tout ça? Donc, est-ce que vous avez appris quelque chose? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Bon, le mot de conclusion. Moi, ce que je retire, c'est que je suis très heureux de savoir que finalement, il y a donc une instance aussi puissante dans la planète qui s'enquiert de la formation des enseignants pour que les enfants puissent apprendre, que nos enfants puissent apprendre. Donc, félicitations, je suis très, très heureuse. Merci. Mina Kelha, qu'est-ce que vous retirez de cette séance? Vous êtes toute nouvelle dans votre poste, donc j'espère que vous avez été exposée à de nouvelles réflexions. Oui, et je voulais remercier chacun
des panélistes pour leurs commentaires très pointus et comme nous tous, je suis tout à fait convaincue que les enseignants sont la ressource la plus importante que nous avons. Et c'est tout ce que je voulais dire. Docteur Rouben, merci. Je voulais vous remercier de ce forum. Je voulais dire que le développement professionnel des enseignants est un programme essentiel qui va commencer à modeler l'avenir de nos enseignants pour qu'ils puissent euh, euh, changer les résultats à l'avenir. Donc, investissons dans ce développement professionnel des enseignements au niveau interne et externe et nous verrons les résultats qui seront améliorés. Je vous remercie. Jaime. Voilà, merci. Merci beaucoup, Rilva. Je vais en fait abuser de mon rôle et dire deux choses. Première chose liée à ce que le docteur Tambour vient de mentionner, c'est une tâche permanente. C'est une tâche permanente. Il s'agit d'investir dans les enseignants de la bonne manière et les gouvernements, c'est en fait, les gouvernements on doit soutenir les gouvernements, mais il doit y avoir une ligne d'action permanente et en fait, il doit y avoir un budget permanent par rapport à la formation professionnelle des enseignements. Deuxième chose, c'est ce que le maire Gomez n'a pas dit aujourd'hui, mais ce qu'il m'a dit quand je me suis rendue à Sobra, c'est que toutes ces discussions aujourd'hui, eh bien, on doit bien sûr croire dans les étudiants, dans les enseignants, dans les décisions techniques par rapport à l'éducation, mais les décisions politiques doivent être retirées des décisions techniques de l'éducation. On doit retirer, éliminer la politique de l'éducation. Mais ça, c'est une décision politique en soi que tous les gouvernements doivent prendre et penser à la profession d'éducation. C'est en fait quelque chose, c'est un défi technique qui est essentiel pour pouvoir améliorer l'éducation pour tous nos enfants. Je vous remercie. Merci. Je vais donc, pour ma part, dire j'ai appris énormément personnellement pendant la préparation ainsi que pendant ce panel. Je pense que pour moi, ce que je retire de cette séance, c'est que je suis tout à fait d'accord. Je suis absolument convaincue que c'est le pays qui doit changer ses systèmes, mais aussi que la politique est très importante. La politique et la cohérence de tous ces éléments, c'est important. Je pense que si effectivement les politiciens peuvent retirer la politique de l'éducation, ça c'est quelque chose qui en fait serait un rôle important des politiciens en fonction du contexte. Donc, je voudrais remercier tous les panélistes pour cette discussion, pour cette séance. Je voudrais remercier tous les participants, tous les panélistes donc, qui ont offert énormément de commentaires. Je pense que nous avons été rejoints par 320 participants et je voulais remercier Jaime, Ézéchiel et Adèle, leur équipe, pour avoir créé tout ceci. Et pour ma part, qui est très modeste, je pense que vous devriez utiliser ce bien public que l'on vient de lancer et je vous encourage à vérifier toutes ces informations, à vous rendre sur le site Internet. Et il y a aussi un mail coach@worldbank.org. Certains, vous pourrez effectivement poser des questions, mais utilisez cet outil. Il est un très grand remerciement à tous pour votre participation, pour avoir partagé vos commentaires et encore une fois, tous nos remerciements à l'équipe de coach, l'équipe technique qui a rendu possible toute cette séance. J'ai eu un très grand plaisir de travailler avec vous et je vous souhaite à tous
une bonne journée et une bonne soirée. Encore une fois, un grand remerciement. Au revoir.